Salut à tous, ravi de vous retrouver. Bon début de semaine les amis, c'est parti pour une semaine bien de folie avec tous les bons plans dans la région. Et évidemment, le lundi on parle pas mal de sport. Il est avec nous, avant de mettre les voiles pour la Transat Jacques Vabre, il est avec nous, c'est notre Errol Test Skipper de Port-Camargue. Gare, Héros, c'est plus. C'est Quito de Pavant. Bonsoir Quito. Bonsoir. Tout va bien? Tout va bien. Bon, il n'a pas passé de très bonnes vacances, mais surtout une grosse actualité pour vous. On va en dire un mot dans un instant. Il enchaîne les régates. Sur régate, on a Louis Lacoste qui est sur ce plateau à côté de Quito. Bonsoir Louis. Bonsoir. Alors vous vous occupez de karaté. Vous êtes le directeur des équipes de France de karaté. On parlera, on verra des images du pôle France de karaté installé depuis quelques mois maintenant à Castelnau, près de Montpellier. Les tatamis. Vous connaissez bien les tatamis? Les petits tamis, les grands tamis, tous les et puis il est bien installé, il paraît. Hein, c'est superbe. Hein, le pôle France. Ouais, très belle structure, toute neuve. Bien remis de la ferie à Jean. Non. D'ailleurs, je vais m'ausculter tout de suite parce que... Il est malade. Oui, je ne sais pas si vous allez ausculter nos invités ou vous auscultez vous-même. Oui, je crois que oui. C'est l'auto-sculptation. Le Café des Sports de Midi Libre, comme chaque lundi, vous en avez l'habitude avec Jean-Bernard Stern et votre quotidien régional avec TV Sud pour faire le bilan des matchs. On parlera rugby, football, de voile et Yannick Noir. Voilà le programme. C'est parti pour 30 minutes. Quito de Pavant, quitodepavant.com déjà. Site internet, je fais déjà un petit coup de pub. Régate sur régate jusqu'à la fin de l'année, gros boulot. Alors on va revenir sur pas mal de choses, notamment sur, est-ce que votre grosse actu, du moins bien médiatisée, c'était un certain vendredi 7 juin. Oui, Marseille-Carthage. En fait, on avait décidé avec Groubel que le projet donc qui nous animait depuis quelques années, depuis 8 ans, s'arrêtait au mois de juin, et on avait validé le fait qu'on voulait terminer sur des bonnes notes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment avec ce record de la Méditerranée, donc entre Marseille et Tunis. Il y avait un vrai challenge parce que je voulais battre mon propre record en solitaire, mais aussi le record absolu en monocoque qui datait déjà d'une quinzaine d'années. Et j'ai réussi donc les deux records, à battre les deux records. Et j'ai failli même battre le record en solitaire de Thomas Coville. Il m'a manqué une petite heure. Mais qui courait lui sur un trimaran de plus de 30 mètres. Donc, et là en monocoque, Quito, c'est 26 heures, 43 minutes, 30 secondes. Parce que tu as mal barré. Ça va être ça. Non, il y a eu... En fait, les conditions étaient assez exceptionnelles, très très bonnes, sauf au sud de la Sardaigne, où c'était un peu orageux et le vent n'était pas exactement comme je souhaitais. J'étais obligé de faire quelques manœuvres qui m'a un peu ralenti. Bon, il y a eu la Gold Cup également au mois d'août. Oui, au mois d'août, il y a eu beaucoup de choses parce que j'ai commencé par la course du Fastnet, donc entre l'Angleterre, l'Irlande et puis l'Angleterre. Ça, c'était au tout début août. Fastnet. Fastnet, voilà. Pourquoi c'est un joli caillou, quoi. C'est un joli caillou qui est au sud de l'Irlande, qui est assez majestueux. Alors, cette année encore, on l'a vu quand on était à 100 mètres parce qu'il n'y avait pas beaucoup de visibilité. La brume. Et là, je courais en 40 pieds avec un ami à moi qui s'appelle Bruno Jourdain, qui est champion du monde d'ailleurs de handicapé en sauna depuis pas longtemps. Ensuite j'ai enchaîné avec du Dragon, ce qui est un petit bateau, un vieux bateau de 9 mètres, très étroit, qui a une centaine d'années, et il y avait une grosse régate qui s'appelle la Gold Cup à Douarnenez, qui a rassemblé plus de 80 bateaux, avec beaucoup de monde. Je crois qu'il y avait 25 nationalités représentées. On n'a pas été très bien, je dois dire. On courait avec un équipage de la Grande Motte, avec mon grand copain Christian Charret, et on finit 50e. Pas très brillant. Il y a toujours du bon et du moins bon. Voilà, et les grands spécialistes de ce bateau-là, c'est l'Europe du Nord, les Ukrainiens qui ont gagné, les Finlandais et quelques autres Danois. Et en France, c'est vrai que c'est pas une série qui est... Mais tout le monde avait le même bateau. Ah, tout le monde a le même bateau, c'est des petites merveilles. Hein. Il y a des bateaux en bois moulé, verni. Ce sont vraiment des très très jolis bateaux, mais très techniques. Et comme ce week-end, par exemple, le trophée Clairefontaine. Voilà, trophée Clairefontaine, c'est les mêmes bateaux. Et t'as pas envie de faire ça? T'as jamais fait ça? En fait, c'est sur invitation. Il se trouve que je suis pas très copain avec le réalisateur, donc je l'ai fait une fois quand même. Je me disais, c'est génial quand même. Oui, comme idée. Et c'était la dernière édition du trophée Clairefontaine. C'est très amusant à faire. Bon, ça n'a pas un grand niveau sportif, hein, parce que c'est des parcours très très courts. Oui, mais on les voit, quoi. Mais par contre, c'est vraiment une épreuve qui est faite pour le public, pour attirer du public sur les digues à proximité du bateau. C'est vrai que c'est toujours une belle fête. Ça se transforme en salon désormais maintenant.
Ça va être le salon du monocoque à la grande mode. Alors bon, l'année 2013 est mieux, vous porte plus de chance qu'en 2012 avec le Vendée Globe. Vous aviez dû abandonner on va bateau, voir, on va pas en redire. Il nous reste une belle transat à faire quand même cet hiver au mois de novembre, la transat Jacques Vabre. Voilà, on parle de l'autre transat, départ du Havre le 3 novembre. Alors le 3 novembre, alors ça va être un peu compliqué aussi parce qu'il y a 4 séries. Donc il y a les monocoques de 40 pieds, des monocoques de 60 pieds comme le groupe Bell, mais il y a aussi des multicoques de 50 pieds et de 70 pieds. Et en fait, les organisateurs souhaitent que tout le monde arrive à peu près en même temps. Donc les monocoques vont partir avant les multicoques. Et donc nous, on partira vraisemblablement le 5, après avoir fait quand même un départ commun le 3 novembre. 44 duos, 4 classes pour 4 vainqueurs. Voilà. Et on arrive où? Et on arrive au Brésil, on arrive dans une ville qui est un petit village de pêcheurs. Comment on le prononce d'ailleurs, ce village? Itajaí. Voilà. Ah, tes souhaits. Et aujourd'hui, c'est 200 000 habitants, donc ça s'est un peu agrandi. Au Brésil, il y a du monde. Sur votre trimaran, qui est au de Pavant, avec un nouveau copain ou un co-skipper? Voilà, un co-skipper, donc le gestionnaire de ce projet. Donc le projet s'appelle Actual. Ça fait quelques années que Yves Leblévec court avec ce sponsor-là. Il a gagné la mi-transat il y a quelques années, et puis il a construit ce bateau en 2009. Et c'est d'ailleurs le dernier vainqueur de la transat Jacques Vabre. Donc le bateau est bien, le skipper est parfait. On s'entend bien. Le mât va bien. Le mât va bien, j'espère. Eux aussi ont eu quelques soucis avec leur mât. C'est des bateaux quand même instables. D'ailleurs, la première transat Jacques Vabre actuelle, Yves courait avec Jean Le Cam, mais il se chavirait quelques heures après le départ. Donc il faut faire quand même un petit peu attention. Mais on a une bonne équipe, on se prépare. Donc j'ai beaucoup navigué là cet été avec le bateau. Là, je repars d'ailleurs dès demain en Bretagne pour continuer ma préparation. Donc le bateau est à Port-Camargue, il y a un check-up là qui se fait avant de... Alors le bateau, lui, le Actual est en Bretagne, il est basé à Trinité-sur-Mer. Et par contre, mon ancien bateau, donc Groubel, est toujours à Port-Camargue. Il est sous sa tente, tout le matériel est rangé, et puis on attend des bonnes nouvelles de côté des sponsors. Bon, alors affaire à suivre. La belle de Cadix. C'est joli ça. A des yeux de velours. Feria. Un petit mot sur le karaté, pour parler cette fois du pôle France de karaté implanté à Montpellier depuis 1994. C'est pas vous qui l'avez créé, Louis? Non, pas du tout. C'est Thierry Massy en 1995 qui a été labellisé ensuite en 1998. Champion du monde de karaté en 86-88, double champion. Thierry Massy, pas moi. Oui. Thierry Massy, double champion du monde, oui, en 86-88. Il a été champion d'Europe. Alors là, j'ai plus les dates en tête. Mais voilà, un gros monsieur du karaté de haut niveau. Et donc moi j'ai pris son relais au niveau du pôle France en 2005 ici au pôle France de Montpellier. On était basé à l'avenue de Palavas. Et puis donc depuis le mois de juin on est ici à Castelnau et je prends encore une fois le relais de Thierry Massy, mais cette fois-ci au niveau de la direction des équipes de France. Alors expliquez-nous justement, c'est quoi le pôle là, sur ces 600 mètres carrés de tatami à Castelnau? En fait, le centre qui a été inauguré ce week-end, puisqu'on a quand même déménagé au mois de juin, mais il a été inauguré en grande pompe ce week-end. C'est 600 mètres carrés de tapis, plus des bureaux à mezzanine. C'est également le siège de la région, enfin de la Ligue Languedoc-Roussillon. Et c'est ensuite l'accueil permanent des sportifs du pôle France de Montpellier. Ils sont 18 cette année, donc beaucoup de jeunes puisqu'on renouvelle un petit peu l'effectif. Et donc l'objectif, c'est d'alimenter les équipes de France. Il y a 2 pôles France dans la fédération, un à Paris, à Châtenay-Malabry, implanté dans le Creps de Châtenay-Malabry, et puis Montpellier, qui est ici avec une vingtaine d'athlètes aussi. Le pôle France, c'est un peu comme sport-études. Oui. Pas n'importe quel. C'est un sport-études, puisque finalement, on appelait ça un sport-études jusqu'aux années 95. On appelait ça les pôles France ou les pôles espoirs ou les pôles France jeunes maintenant. Et donc l'objectif est bien entendu d'allier le sport et les études, ou en tout cas de ne pas faire capoter les études pour le sport. Enfin bref. Avec des belles réussites, vous avez quand même un beau palmarès déjà, faut le dire. Oui, le karaté français est plutôt bien coté et actuellement on a galéré un petit peu depuis 2006 puisque c'était la fin d'une grosse génération et où il y a eu beaucoup de changements tant chez les athlètes que l'encadrement dans la fédération. Et aujourd'hui on est redevenu au mois de novembre dernier à Bercy, lors des championnats du monde de Paris-Bercy, on est arrivé première nation. Depuis longtemps c'était pas arrivé, mais c'est surtout qu'on a battu tous les records puisque aucune nation n'avait fait autant de médailles d'or.
Et donc chez les garçons et chez les filles. Ouais. Par équipe. Par équipe, oui. Par équipe, les deux titres, ouais. Et garçons et filles. Et puis, enfin, les filles, c'était quand même un doublé, puisqu'en 2010, déjà, elles étaient championnes du monde. Les garçons, ils traînaient au pied du podium sans jamais vraiment dépasser. Puis là, on a vraiment fait un bon coup, puisque on gagne aussi en équipe. C'était la dernière épreuve du championnat, donc c'est un peu comme, d'ailleurs, le 100 mètres en athlétisme. L'équipe masculine par équipe, c'est l'épreuve reine. Donc, alors là, l'entraîneur, il est comment? Il a le droit de faire la il est fête. soulagé en fait, puisque on se contient, on a tellement passé 2 mois à préparer ça que finalement on l'a en tête depuis longtemps sans savoir si ça va passer ou pas. Le bonheur. Ouais, c'est le bonheur, et puis après on est porté surtout, enfin là ce qui était surtout intéressant pour nous, c'est en dehors de la victoire et du karaté français, c'est que ça a été un très beau plateau pour le karaté. Ça a été le plus beau championnat du monde jamais organisé, tant dans la configuration de la salle, dans la lisibilité aussi du spectacle. Vrai, le show. Bercy avait 17 000 personnes tous les jours, en tout cas vendredi, samedi, dimanche. Alors vous ne savez pas peut-être, mon cher Julien, ni Quito, que le karaté n'est pas aux Jeux Olympiques. Oui, mais je crois qu'il y a un projet. Hein, c'est ça, c'est quand même fou ça. Il y a combien de... On vient d'avoir une seule nouvelle il y a une quinzaine de jours, enfin un peu plus. Un petit peu. Ouais, on postulait encore pour 2020. Eh oui, j'ai vu. Bon, la lutte est sortie, est revenue, et finalement c'est elle qui sera au programme. Mais on a quand même une première étape en 2015 assez intéressante, puisqu'il y a les JO européens. C'est assez nouveau. Et là, on est au programme. Donc pour nous, c'est de toute façon une marche ou une avancée supplémentaire vers les Jeux Olympiques, et c'est très intéressant pour nous. Et là, il y a les championnats du monde des jeunes en novembre en Espagne et championnats d'Europe pour la suite. Pour cette saison, oui, il y a les championnats du monde là, qui arrivent début novembre, les championnats d'Europe aussi au mois de février. Bon, là, ça concerne les catégories jeunes. Et ensuite, on prépare dans un an les championnats du monde seniors, et avant ça, au mois de mai, les championnats d'Europe seniors. Directeur des équipes de France. Alors, ça représente quoi au niveau régional, la ligue régionale de karaté? Alors, en quelques chiffres, c'est 8500 licenciés en Languedoc-Roussillon. C'est 200 clubs. Et puis, puisqu'on vient de parler de sportifs et de champions du monde, il y a 2 champions du monde qui sont ici licenciés au Languedoc-Roussillon. En Languedoc-Roussillon, c'est Nadia Benaïssa et Asdine Erguioui du club d'Alès, et le petit frère aussi là qui va faire qui va faire les championnats du monde là au mois de novembre. Bon, c'est bien, on a quand même des Héroltais, des Gardeaux aussi pour. C'est assez médiatisé ou pas pour vous? Pas suffisamment. Merci de nous inviter. Non, mais on parle plus du judo, on parle plus de Teddy Riner que du karaté. Oui, bien sûr, mais bon, on voit la différence entre les disciplines olympiques et les disciplines non olympiques. Au niveau de la médiatisation et des retours de performance finalement. Mais bon, ça c'est le jeu, on est habitué à ça. Ça n'empêche pas qu'on a les mêmes contraintes, les mêmes exigences et les mêmes aussi charges d'entraînement ou les mêmes problématiques que eux. On se croit souvent à droite et à gauche. Et puis vous avez une championne du monde qui devait venir, qui est très très médiatique, qui révise, très mignonne. Nadia, je dirais. Hein? Non, elle est très on n'a pas de soucis. Voilà, oui. Elle était championne du monde et championne d'Europe avant ça. Quand même. Voilà. Ouais, et Quito, même question, Quito, est-ce que c'est médiatisé vous ou pas assez? Nous, on parle de voile à la transat. Je pense que la voile en France est devenue très médiatisée, notamment la course au large, et peut-être, contrairement à d'autres sports, peut-être c'est la voile olympique qui est moins médiatisée que la course au large. Nous, on profite quand même d'une médiatisation qui est assez forte, les grandes assez courses, populaire. Les 2 ou 3 grandes courses. Vendée Globe, par exemple, Vendée Globe cet hiver a été un événement incroyablement médiatisé. Et on espère aussi pour la Transat Jacques Vabre. Oui, c'est assez suivi, surtout le départ. Ça fait partie des courses qui sont très suivies en France. L'année prochaine, il y a la Route du Rhum, qui est aussi un grand événement en France, en tout cas très populaire. Parce que maintenant on les voit, c'est-à-dire que vous êtes vos propres caméramans, c'est-à-dire on vous voit dans les bateaux, vous avez vos, on fait gymnastique. Vous faites les comédiens. Oui, on fait les acteurs, on fait les réalisateurs, on fait le scénario aussi. C'est une nouveauté pour un skipper. Non, oui, c'est un peu nouveau. Ouais, on a l'habitude à faire beaucoup de choses quand même sur le bateau, surtout quand on fait des... C'est du plaisir de le faire, ça, Quito, de la webcam, de répondre aux médias, de jouer le jeu, quoi. C'est du plaisir, il faut trouver la limite. Je crois que les organisateurs et les médias en général en veulent toujours plus. Et je crois qu'il faut trouver le juste équilibre entre ce qu'on est capable de faire, parce que notre métier, c'est quand même de faire du bateau. À propos de plaisir, Quito, je vais pas lui faire les questions coquines, mais notre ami Louis... Plus à Louis, peut-être. Hein? Louis, je vais tutoyer. Louis, quand tu l'accostes, elle est très bonne, tu lui proposes quelle prise?
T'es pas obligé de répondre. Je suis pas obligé de répondre. Et la nuit, mon cher Louis, est-ce que vous pensez karaté? Non, j'évite. Non? Écoutez, j'ai un enregistrement d'une de vos dernières nuits. Je ne sais pas si on peut la passer. Allez-y. Bon. Sans commentaire. Je ne reconnais pas ma voix. Oui. Vous n'avez pas le Wi-Fi, alors. Allez, pardon. À quand des championnats du monde, championnat de France à Montpellier? Des grosses compètes? Bonne question. Il faudra poser cette question au président. Il y a un championnat d'Europe à Bercy en 2016, pardon. Mais vous nous poserez la question. Puisqu'à l'Arena, je pense qu'on peut accueillir un championnat d'Europe, un championnat du monde. C'est sûr. Pourquoi pas. Merci messieurs. Café des sports, on va revenir sur le derby USAP Montpellier déculotté pour les Montpelliérains. On revient sur le foot MHSC contre Reims, 0 pointé pour les Héroltais, les Pailladins. C'est le Café des sports avec Jean-Bernard Stern et Midi Libre sur TV Sud. C'est à vous Jean-Bernard. Heureux de vous retrouver au Café des Sports sur midilibre.fr et vous le savez désormais, tous les lundis soirs sur TV Sud, chaîne de la TNT, canal 31 à partir de 20h45. Alors le Café des Sports, c'est l'endroit où tous les lundis on refait l'actualité sportive, on se prend pas au sérieux, sur un ton léger, polémique pourquoi pas. Avec cette semaine Jean-Michel Isoard, il va être question de foot et Yann Marek, rédacteur en chef à Midi Libre, il va être surtout question avec lui de rugby. Tiens, si on commençait par là, entre l'USAP et Montpellier. Alors, donc, l'aspect positif, c'est l'USAP, bien sûr, qu'on ne pensait peut-être pas à ce niveau. L'aspect négatif, Montpellier, qui avait étrillé Toulouse. Qu'on ne pensait peut-être pas à ce niveau. Voilà, et après avoir battu Bègle, faut-il le rappeler. Et donc, on pensait que Montpellier allait plutôt bien se défendre à Perpignan. Manque de peau. Boum. On n'a pas vu Galtier danser une deuxième fois dans les tribunes. Et il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que... tout simplement. Est-ce que c'est Perpignan qui a été bon ou Montpellier qui a été mauvais? Non, je pense qu'il y a les deux. Et il y a surtout une ligne de 3/4 catalane qui a été exceptionnelle. Sur les 20 premières minutes, on a eu une soirée, d'abord du très beau rugby, faut le dire. On a eu de très beaux essais. Et puis, pendant 20 minutes, les Catalans ont été complètement à tous les prendre. Mais il aurait mis du bromure, non? Parce qu'on aurait dit qu'ils étaient fatigués. Non, les Montpelliérains. Non, mais attends, c'est quand même un gros classique. Tu gagnes 25-0 ici, t'as 5 points, tu arrives là-bas, tu te joues pas la vie non plus, alors que les Catalans... Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que finalement... Mais parce oui, que bon, c'est normal, il y a des matchs... C'est les fameuses valeurs du rugby, tu sais... C'est-à-dire, on choisit des matchs, est-ce que c'est un petit peu normal ça? Tu choisis les valeurs du rugby, les mecs sont toujours à fond, mais non. Non mais clairement, Attends, ça veut dire... Clairement, tu me dis que Montpellier a fait l'impasse sur ce match. Je dis pas qu'ils ont fait l'impasse, mais ils sont sortis de 3 matchs en 8 jours, et ils ont gagné. Le 4e, fatalement, tu relâches un peu. D'autant que tu relâches, tu fais que 3. Mais non, tu relâches aussi. Et c'est pas le foot, c'est pas les danseuses, dès que t'es bougé. Ils sont 48 par effectif. On parle chacun à son tour, c'est comme à l'école ici. Non, c'est sûr que samedi soir, on va en parler. Continuons sur le rugby, d'autant que Montpellier rencontre Clermont-Ferrand vendredi soir au stade Yves du Manoir. Mais là, c'est peut-être Clermont-Ferrand qui va dire c'est le 4e match. L'essentiel, c'est que Montpellier gagne. Mais en tout cas, on se régale, on voit de beaux matchs, contrairement au foot. Bon, voilà, alors que l'USAP... Et cite-moi un beau match. De foot? Oui. L'USAP contre Montpellier, ça a joué tout. Tu vois? Carton jaune à Yann, carton jaune à... Il n'a pas été capable de me sortir un bon match. On rappelle que l'USAP va jouer à Brive et que là, il y a quand même un coup à jouer de la part de l'USAP, d'autant que l'USAP est... Ils ont battu Montpellier, ils vont morfler. L'USAP se replace à hauteur de Montpellier, ça c'est quand même intéressant pour le championnat, pour le top 14. Peut-être qu'on n'avait pas vu l'USAP. Allez, je pense qu'ils ont un effectif qui sont un peu courts, ils ont des 3/4 de folie et ils peuvent ambitionner. Qui est Masse alors? Comment il a été Masse, il a été muselé, il a fait son match, mais comme tous les œufs avant, ils ont été complètement contrés, pris dans la masse. Il a été bien accueilli. Très bon. Il a été bien accueilli par le public. Il a été très bien accueilli, et ça c'est quand même une note très positive. Applaudis à la sortie, à l'entrée. Les Catalans étaient déjà bien, c'est bien Montpellier. Bon, alors et si l'on parlait de Montpellier, Jean-Mi? Alors, Montpellier 0 plus 0 égale 0. C'est le plus mauvais match à Montpellier depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Alors comment ça se fait? Alors comment ça se fait? Est-ce que par exemple on peut parler d'une... j'espère pour lui que non, mais de la patte Jean Fernandez. Parce que là, j'avoue que on comprend pas trop. Non, mais on comprend pas trop
trop ce qu'il veut faire pour l'instant, Jean Fernandez. Alors quoi voilà. Ben, c'est vrai. Moi, Alors, moi, ce que j'adore à Montpellier, tu ça. sais quoi? C'est les coupes de cheveux. Non mais attends, non mais ça c'est le football français en général. Mais il y aura un sujet à faire, on en a déjà parlé au niveau de l'équipe de France. Ils ont les oreilles jouffleurs, ils ne voient pas ce qu'on fait. Bon, parlons football, moi, ça soyons m'emmerde sérieux. de le dire parce que ce type est un mec extraordinaire, il est adorable, il est d'une gentillesse. Jean Fernandez. Mais je dois admettre que je commence à m'inquiéter un peu parce que je ne sais pas trop. Mais est-ce que c'est sa faute ou c'est les joueurs? Parce que les joueurs, non mais déjà le match, il fait avec les joueurs qu'il a aussi. Est-ce qu'on peut dire que Fernandez joue en 4-4-2, joue en... Non, il joue pas en fait. Il joue en 4 et après on ne sait plus. Bon, c'est ça. En 4, après il y a 3 pointillés devant. Bon, est-ce que ça... Alors, on rappelle que Montpellier donc est 13e avec 16 points. Non, 16 points, non, 6 points. Pardon, 6 points, excusez-moi. 16 points. Une victoire, 3 nuls, une défaite. Non, mais attends, surtout, on sait... Vas-y. 6 buts marqués, 2 d'attaquants. Oui, c'est ça. 1 de milieu, 3 de défenseur. Oui, dans la mesure où il n'y a pas d'attaquant, de toute façon, la limite, c'est pas normal. Ouais, c'est ça qui est embêtant. Et encore, tiens, Jourdain qui fait un gros match, ça m'a dit. Oui, Jourdain. Alors, à propos de Jourdain, tu fais bien d'en parler parce qu'il a fait quand même une déclaration importante et qui veut bien dire ce qu'elle signifie. Voilà ce qu'il dit, le gardien montpelliérain. Il y a 2 ou 3 ans, ce sont des matchs que l'on gagnait, mais les meilleurs joueurs, ceux qui nous faisaient gagner justement ces matchs, sont partis. Il faudra faire avec. Nous manquons de percussion. Alors là, dans le vestiaire, ça va faire un peu de... Non, mais il met le doigt là où ça fait mal, si je puis dire, quand même, Jourdain. Il a raison. Peut-être que les joueurs vont lui dire, il y a 2-3 ans, ces matchs-là, on les aurait perdus parce que Jourdain n'était pas aussi bon. Bien, alors le prochain match de Montpellier, donc c'est à Évian. Alors, après le champagne, on passe à l'eau. J'espère que ça ne sera pas le pain sec, le pain sec et à l'eau. Voilà. Il faut savoir qu'à Évian, il y a Bérigaud, là, quand même, l'attaquant, qui pour le coup a marqué 4 buts en 2 matchs. Il va falloir surveiller ce monsieur et ce déplacement à Évian, c'est pas forcément... c'est pas une équipe qui nous réussit. Écoute, on y a joué 2 ans, une année on a perdu, une année on a gagné. Oui, sauf que là, ils sont venus nous planter ici aussi. Et Évian est 11e avec 3 buts de Clifford. Un petit clin d'œil à nos amis nîmois qui, n'ont pas été loin de la performance à Metz. Hein. Ils menaient d'ailleurs au cours de ce match. Manque de peau. 2-2. Ouais, voilà. Bon, 15e avec 6 points. Nîmes, bon, il faut voir avant de tirer les premiers bilans. Vendredi prochain, c'est le derby contre Arles-Avignon qui est 8e. Et ça, c'est toujours un derby intéressant. Et là, Nîmes n'a plus droit à l'erreur des gens. Oui, cette semaine aussi, la Ligue des Champions. Espérons que enfin nous allons voir du bon football avec OM Arsenal et Olympiakos PSG, parce que depuis le début de la saison, c'est vrai qu'au niveau du championnat, c'est plutôt encéphalogramme. Il y a eu un bon match. Je pense, c'est Marseille-Monaco qui avait été excellent. Bon, le hand, mais c'est pas une surprise, donc a bien entamé sa saison contre Aix. Nîmes a perdu. Pas de beaucoup à Saint-Raphaël, ça va être peut-être un petit peu difficile pour Nîmes. Et puis alors, les coups de cœur de JB, il y en a plusieurs, figurez-vous. Ouais. Alors on se posait la question de savoir si maman les petits bateaux ont-ils des jambes. Tu sais, tu connais la chanson, maman les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Eh bien oui. Grâce au trophée Clairefontaine, on a vu que les bateaux, effectivement, allaient sur l'eau. Et François Gabard s'est illustré au large de la Grande Motte pour ce trophée. Chaque année, c'est sympa. Manque de peau, ça sera plus à la Grande Motte à partir de l'année prochaine. Bon, on passe à autre chose. Avec une initiative intéressante, mercredi, sur le viaduc de Millau, il va y avoir une performance de base qui va être établie, peut-être par Mekissi. Vous savez, c'est un des meilleurs athlètes français. Eh bien, mercredi, il sera sur le plateau du viaduc de Millau pour établir un record sur 2 km 460. Et ça, ma foi, c'est une belle initiative. Et d'ailleurs, vous pourrez voir les images. Vous pourrez voir les images sur midilibre.fr. Il va payer au péage. Dans le sens nord-sud ou dans le sens nord-sud. Voilà, c'est ça, 3% de dénivelé, si tu veux. Nord-sud, c'est-à-dire. Et le dernier coup de cœur de JB, c'est à quoi? Aux Enfants de la Terre de Yannick Noah. Samedi prochain à Montpellier, au Palais des Sports René Bougnol, il y aura un match exhibition de tennis-ballon. C'est pour la bonne œuvre. Allez-y, c'est pas cher. 8 € l'entrée. Vous verrez les chanteurs, Kali, MC Solar, Manu Katché, bon, évidemment Yannick Noah. Il y aura également d'anciens sportifs comme Henri Lecomte. Bref, je vous encourage à y aller. Voilà. Un rendez-vous aussi à ne pas manquer, c'est Payad Hebdo, c'est désormais tous les mardis à partir de 20h45, c'est sur TV Sud. On se retrouve la semaine prochaine sur medilibre.fr et sur TV Sud donc. Et d'ici là, sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. Merci Jean-Bernard. À lundi prochain. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. On remercie toute l'équipe technique. Dans un instant, la suite de vos programmes. Je vous donne juste le sommaire pour les ADD de ce mardi à 19h45. On parlera du nouveau théâtre de Jean-Claude Carrière au Domendo, au nord de Montpellier. SOS Rétinite avec Monécro et Patrick Sébastien. C'est génial. Et puis la Pleine Lune, qui est un bar qui existe depuis longtemps à Montpellier, mais avec une nouvelle direction, une nouvelle programmation, concert gratuit et one man show. Vous verrez ça. On se dit à mardi. Bis à vous, bonne semaine, courage à vous et à demain. Bye bye.